Chapitre 13. À l'aube, la ville s'éveilla en état de choc. Une à une, les portes des maisons s'ouvrirent. Un à un, les habitants passèrent la tête et sortirent hagards, terrifiés. Madame Courtin, écrasée de fatigue, prit elle aussi la mesure du désastre. Le rez-de-chaussée était entièrement recouvert de boue. Le mobilier était détrempé. La trace de l'eau dessinait une ligne droite à plus d'1 mètre du sol. Toute la maison sentait la vase. Et quoi faire? Plus d'électricité, pas de téléphone. Il régnait un calme nouveau, une sorte de temps suspendu, avec ce quelque chose dans l'air qui vous fait dire que c'est terminé. Madame Courtin le ressentit elle aussi, comme les autres. Antoine la vit se redresser lentement. Elle s'éclaircit la voix, s'avança d'un pas plus assuré. Elle sortit, aperçut le sapin qui s'était couché, fit quelques pas, se retourna vers le toit. Elle demanda alors à Antoine de se rendre à l'hôtel de ville, voir si on pouvait avoir du secours. Antoine enfila un manteau, ses chaussures, et traversa le jardin saturé d'eau. Ce n'était pas le premier commentaire qui venait à l'esprit, mais si l'on y regardait de plus près, sa mère et lui faisaient partie des heureux. Leur toiture avait été miraculeusement épargnée. Beaucoup de tuiles s'étaient déplacées, plusieurs s'étaient envolées, écrasées au sol, mais les dommages étaient restreints. Les Desmet avaient eu moins de chance. La cheminée, renversée par une bourrasque, s'était effondrée, avait crevé le toit et traversé la maison du haut en bas, jusqu'à la cave, emportant dans sa chute tout le bloc sanitaire et la moitié de la cuisine. Bernadette, enroulée dans un peignoir sur lequel elle avait passé une parka trop grande pour elle, était dehors. Elle regardait en l'air. Dans sa traversée de la maison, la cheminée avait emporté la literie de la chambre de Rémi. On frémissait à l'idée que l'enfant aurait pu être surpris dans son lit, que le plafond aurait pu s'effondrer sur lui. Il serait mort à cet instant. Débordée par l'ampleur de la tragédie qui la frappait depuis 2 jours, Bernadette paraissait ne plus rien ressentir. Sa petite silhouette grêle ressemblait à une épave. Monsieur Desmet apparut à la fenêtre de la chambre de Rémi, l'air abasourdi lui aussi, comme s'il était venu chercher son fils et ne l'avait pas trouvé. Valentine descendit à son tour les quelques marches du perron pour rejoindre sa mère dans le jardin. Elle portait les mêmes vêtements que la veille, mais son jean rouge et son petit blouson en sky blanc étaient sales, comme si elle s'était battue toute la nuit avec quelqu'un. Décoiffée et pâle, elle avait jeté sur ses épaules un châle écossais qui devait appartenir à sa mère. Son maquillage faisait des traînées sombres sur son visage. Antoine ne sut d'où lui venait cette image, mais dans ce décor de fin du monde, la petite adolescente sexy et arrogante de la veille avait l'air d'une jeune prostituée poussée sur le trottoir. La maison d'à côté, celle des Mouchottes, avait vu ses volets arrachés. La marquise s'était écroulée et le jardin était hérissé de morceaux de verre larges comme des assiettes qui se disputaient l'espace avec une quantité impressionnante de tuiles brisées. Antoine aperçut, collé à la fenêtre, le visage d'Émilie. Fatigué, il leva brièvement la main à son attention, mais elle ne répondit pas. Elle fixait un point obscur quelque part dans la rue. Ainsi encadrée par la fenêtre, figée et sans expression, elle ressemblait au portrait d'une petite fille des temps anciens. Ses parents, eux aussi, s'affairaient déjà. Monsieur Mouchotte, avec des gestes saccadés d'automate, remplissait des sacs en plastique de tout ce qui était épars dans le jardin. Son épouse, qu'Antoine trouvait toujours d'une beauté folle, tirait Émilie par la manche, comme si regarder dans la rue était inconvenant. En marchant vers le centre-ville, Antoine découvrit un paysage de ville bombardé. Plus une seule voiture n'était à sa place. Emportées par les bourrasques, elles avaient dérivé jusqu'à la sortie de Beauval et, retenues par les piliers du pont de chemin de fer qui enjambait la route, elles s'étaient amoncelées les unes sur les autres, en une montagne de ferraille. Les motos, les scooters, les vélos, plus légers, avaient été éparpillés. On en trouvait dans les caves, sous les voitures, dans les jardins, dans la rivière, un peu partout. Plusieurs vitrines avaient explosé. Le vent s'était engouffré dans les magasins et avait disséminé dans la ville des produits pharmaceutiques gorgés d'eau, des objets de quincaillerie démantelés, les cadeaux du bureau de tabac de M. Lemercier. Les propriétaires qui n'avaient perdu que 4 ou 5 douzaines de tuiles pouvaient s'estimer heureux.
parce que les autres n'avaient tout simplement plus de toit. La grue d'un chantier voisin s'était couchée sur le lavoir, dont la charpente du XVe siècle n'était plus qu'un souvenir. Dans les jardins et sur les gravats des maisons dévastées, on trouvait parfois un berceau de bébé, une poupée, une couronne de mariée, des petits objets que Dieu semblait avoir déposés là, avec délicatesse, pour montrer qu'avec lui, tout doit se comprendre au second degré. Le jeune curé, sans doute très occupé à expliquer à ses ouailles de tout le département que ce qui leur arrivait était en fait une belle et bonne chose, il avait du pain sur la planche, celui-là, pourrait mesurer, lorsqu'il reviendrait, que Dieu est un être d'une extrême sensibilité, mais aussi un sacré farceur. L'église avait été relativement épargnée, à l'exception de la rosace. Les vitraux avaient tous volé en éclats. Sauf un seul, représentant Saint Nicolas, souvent considéré comme le patron des réfugiés. Le platane de la place de la mairie, déraciné par le vent, était couché en travers de la rue principale où il avait écrasé une camionnette, séparant la ville en deux tronçons aussi dévastés l'un que l'autre. Une caravane charriée par les flots torrentiels depuis le camping municipal avait explosé contre le mur de l'hôtel de ville. Sur le trottoir étaient jetés pêle-mêle des couverts en plastique, des matelas, des portes de placard, des lampes de chevet, des coussins, des provisions. Antoine trouva une douzaine de personnes à la mairie, venues elles aussi chercher de l'aide, du secours. Chacune, énumérant ses dégâts, semblait la plus touchée de la ville. Ici, on avait des enfants en bas âge, de vieux parents à abriter. Là, on expliquait que la maison menaçait de s'effondrer. Et tous avaient raison. M. Weisser descendit de son bureau, l'air affairé, avec des papiers à la main. Théo le suivait. Parvenu dans la cour de la mairie, devant le petit groupe rassemblé, le maire tenta d'expliquer des choses que personne n'avait envie d'entendre. Les pompiers devaient être débordés, et de toutes les manières, il était impossible de les appeler parce qu'il n'y avait plus de téléphone. La préfecture, avec l'EDF, avait sûrement préparé un plan d'intervention pour établir le courant, mais on ne savait pas si le délai se compterait en heures ou en jours. Le groupe poussa les hauts cris. « Nous devons nous organiser nous-mêmes », cria le maire en brandissant ses papiers. « Il faut d'abord faire l'inventaire des besoins. La salle du conseil municipal centralisera les demandes qui permettront de dégager les priorités. » Il recourait pour l'occasion à un vocabulaire administratif censé exprimer la compétence et le volontarisme. Le gymnase n'a pas été trop touché. Le plus urgent est de l'ouvrir pour accueillir toutes les personnes qui n'ont plus d'abri, faire de la soupe pour tout le monde, chercher des couvertures. M. Weisser parlait d'une voix ferme. Dans le chaos ambiant, les évidences qu'il énonçait avaient l'aspect rassurant des tâches dont on aperçoit les contours. Pour rétablir la circulation à l'intérieur de Beauval, il faut débiter le platane qui a été abattu, poursuivit-il. Et pour tout ça, il nous faut des bras, beaucoup de bras. Que ceux dont les dégâts peuvent attendre viennent à l'aide de ceux qui sont le plus en difficulté. Madame Kernevel arriva, très agitée. Maître Wallner est allongé dans son jardin, annonça-t-elle. Il est mort. Il a été tué par un arbre. Vous êtes certaine ? Comme si les dégâts matériels ne suffisaient pas. Voilà maintenant qu'il y avait des morts. Ah oui, je l'ai bousculé, il ne bouge plus. Il ne respire plus. Antoine fut renvoyé à la mort de Rémy. Il se revit lui aussi, tenté de le réveiller. « Il faut aller le chercher, dit le maire, tout de suite, et le remonter chez lui. » Il s'interrompit. Il réfléchissait sans doute aux mesures qu'il aurait à prendre si les secours tardaient. Comment allait-on faire avec un mort ? Ou avec plusieurs ? Et où les mettrait-on ? « Qui va aller s'occuper de sa fille ?» demanda quelqu'un. M. Weisser se passa la main sur le crâne. Pendant ce temps, d'autres personnes étaient arrivées, dont 2 conseillers municipaux qui étaient allés se ranger derrière le maire. Des voix proposèrent un abri. On savait où trouver des couvertures. Quelqu'un se déclara volontaire pour le gymnase. Une solidarité balbutiante se faisait timidement jour. M. Weisser annonça qu'une réunion se tiendrait dans 1 heure dans la salle du conseil, à laquelle tous pourraient participer. On déciderait. Une voix rugissante s'éleva de derrière le groupe. Les têtes se tournèrent. « Et mon fils, alors ?» hurlait M. Desmet. « Qui va nous aider à le retrouver ?» Il s'était arrêté à quelques mètres, les bras ballants, les poings serrés. Ce qui frappait dans ce cri, c'est qu'il ne portait pas la fureur à laquelle on se serait attendu de sa part. Ce qu'il exprimait était de la détresse pure. « Est-ce qu'on ne devait pas faire une battue ce matin ?» Sa voix avait baissé d'intensité.
et la tonalité de sa question était plutôt celle d'un homme égaré qui demande son chemin. Tous ceux qui étaient là avaient participé la veille à la battue organisée par la gendarmerie, et aucun n'était suspect de se désintéresser de la situation de M. Desmet. Mais il y avait un tel décalage entre ce qu'il réclamait et la réalité qui s'étalait au regard de tous, que personne n'eut le courage de se lancer dans l'explication nécessaire. M. Weisser, à qui revenait la charge de le faire, se racla la gorge, mais il fut coupé dans son élan par une voix claire et ferme. « Est-ce que tu te rends bien compte de la situation, Roger ?» Tout le monde se retourna. M. Mouchotte avait croisé les bras dans la position du donneur de leçons qu'il était. Le père d'Émilie était un homme perpétuellement drapé dans la morale. Avant d'être licencié, il avait été un contremaître pénible, tatillon, jamais tenté par la générosité ou l'indulgence. À quelques mètres de distance, il faisait face à M. Desmet, son ennemi intime. Tout le monde avait en tête la gifle retentissante que le père de Rémi lui avait collée du temps qu'ils travaillaient ensemble. M. Mouchotte avait reculé de 2 mètres et s'était assis dans un bac de copeaux. Les rires avaient fusé, ajoutant le ridicule à l'humiliation. M. Weisser avait mis à pied 2 jours le coupable, mais s'était refusé à le licencier. Sans doute, comme tout à chacun, voyait-il, dans cette situation plus cocasse que réellement violente, un juste retour des choses. « Toutes les communications sont coupées, » reprit M. Mouchotte. « La ville est sinistrée, des familles entières sont à la rue. Tu penses peut-être que tu as droit à une priorité ?» Ce qu'il disait était vrai, terriblement injuste, et reposait sur un désir de revanche d'une telle bassesse qu'elle décourageait les énergies. Antoine lui-même aurait voulu répondre. En temps ordinaire, M. Desmet se serait précipité, il aurait fallu les séparer. Ce ne fut pas nécessaire. M. Desmet n'esquissa pas un geste. C'est la réponse à laquelle il s'attendait, et qu'elle vienne sous cette forme honteuse n'y changeait rien. Le maire s'interposa mollement. « Allons, allons, disait-il. » Mais les mots n'arrivaient pas. Ce n'était pas seulement l'impossibilité d'aider M. Desmet qui vous étreignait, mais l'impression que la disparition de son petit garçon, aussi tragique soit-elle, serait désormais reléguée au second plan, et qu'écartée par des malheurs qui touchaient chacun, elle ne redeviendrait plus jamais une affaire collective. On ne pouvait pas continuer de chercher cet enfant. On acceptait sa disparition. S'il s'était perdu et avait été vivant au cours des dernières heures, il ne l'était plus. On en était réduit à espérer qu'il avait été enlevé. Le silence qui suivit préfigurait pour M. Desmet la solitude qui désormais serait la sienne. M. Mouchotte, satisfait d'avoir remporté une victoire pourtant déshonorante, s'avança vers le maire et proposa ses services, s'il y avait quelque chose à faire pour venir en aide, ici ou là. Au retour, Antoine tenta de récupérer un peu de matériel pour nettoyer la maison, une lampe de poche ou des piles électriques. Il n'avait pas d'argent sur lui. Un jour pareil, on lui ferait bien crédit. Mais le rideau de fer tout cabossé de la quincaillerie était encore baissé. Il eut alors l'idée de filer à l'église, chercher des cierges. En entrant, il croisa Madame Antonetti, chargée d'un lourd cabas qui le fixa avec une insistance goguenarde. Sur les présentoirs, il ne restait plus un seul cierge.